Bien. Bonjour à tous. Je suis vraiment ravi, mais vraiment ravi d'être ici avec Eric et Donatien. Parce qu'en fait, c'est un peu moi qui était au courant. Vous avez travaillé sans moi, mais j'étais vraiment très content de cette histoire-là. C'est une très très belle histoire du confinement. Donc pendant le confinement, c'était un peu l'état de sidération pour tout le monde, clairement. Et les industriels se sont levés. Et c'est ça qu'on adore sur la French Fab, c'est de se dire les industriels sont là pour soutenir l'économie française et le pays. Et donc, on a eu un vrai sujet de masques. Clairement, on sentait bien qu'il fallait avoir des masques pour protéger, diminuer les contaminations. Je vous rassure, dès que je sors de scène, je remets mon masque. Et donc, Eric Boel, qui dirige les tissages de Charlieu, a fait un truc génial. J'en dis pas grand-chose, mais il a fait tisser des masques. Et il fallait les découper. Et donc, il allait voir Donatien et Pierre, qui sont chez Tekin, qui est une start-up qui, entre autres, fait de la découpe. Et donc, à eux deux, ils ont un masque qui, en fait, au final, est moins cher qu'un masque jetable. Au lieu d'être acheté en Chine, il est acheté en France. Au lieu d'être jetable, il est réutilisable. Et à l'usage, il est moins cher. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Donc franchement, je trouve l'histoire géniale. Donc je suis hyper content qu'on puisse en parler. Donc j'espère qu'on est suivi vachement sur Internet aussi. Je vous laisse, même si je n'ai pas présenté beaucoup, je me suis dit que je n'allais pas déflorer trop le sujet. Et je vous laisse continuer. Oui, donc ces masques. Replongeons-nous au moment où ça s'est produit. Le discours présidentiel le 16 mars. Et donc nous avons posté, nous, le dimanche sur les réseaux sociaux, le fait que nous mettions notre capacité de production à disposition de la nation pour faire des masques, puisqu'il en manquait évidemment cruellement. Et ce poste a eu un effet incroyable et inconnu pour une boîte de production comme la nôtre, à savoir que le mardi 17, nous avions 2,5 millions de vues et nous étions inondés d'appels. À ce moment-là, la DGA avait été saisie par le président de la République pour s'occuper de ce sujet et les normes UNS1 de masques à usage non sanitaire n'étaient pas sorties puisqu'elles sont sorties fin mars. Nous avons commencé la production le 17 mars, le lendemain du discours présidentiel. Et je voudrais juste féliciter au départ nos équipes, puisque le 17 mars, on a réuni tout le monde en leur disant, tous nos salariés, en leur disant, écoutez, le président hier a demandé à chacun de rentrer chez soi pour se protéger et protéger sa famille. Donc évidemment, rentrez chez vous. On comprendra bien que vous souhaitiez vous protéger, vous et vos familles. Par contre, nous allons mettre en production, parce que nous étions inondés d'appels d'hôpitaux, de maisons de retraite, de cliniques, de médecins qui n'avaient pas de masque et qui nous demandaient d'en fabriquer, même si les normes n'existaient pas encore, que ça serait toujours mieux que de ne pas avoir de masque du tout. Et donc nous avons décidé de mettre en production le 17 et nous avons dit à nos salariés, bah, écoutez, ceux qui ont envie de donner un coup de main, venez. Et le mercredi 18, donc, tous nos salariés étaient là. Et on bossait 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Le week-end, il y avait la comptable avec son mari qui venait aider pour couper les masques. La responsable de la visite expédition qui était là avec ses enfants le week-end pour aider. Enfin, la ville s'est mobilisée, tout le monde s'est mobilisé pour faire cela. Et nous avons... j'étais convaincu que, je connais évidemment bien cette entreprise, qu'on arriverait à faire 100 000 masques par jour, parce que nous avions mis au point un procédé particulier qui permettait de faire les masques en 3D. Et j'ai été persuadé qu'au bout de 15 jours, péniblement, on arriverait à faire 100 000 masques par jour. Et on a réussi à en faire, au bout de 3 jours, 100 000 par jour. Et la deuxième semaine, nous étions déjà à 200 000 par jour. À la suite de ça, devant cette quantité, on n'arrivait plus à les découper. On est en relation avec Tekin depuis bien longtemps. Depuis au moins 2 ans. Et en essayant de trouver des idées pour travailler ensemble. Et Tekin a tout de suite trouvé les idées, les solutions pour découper nos tissus, où en fait, une fois que la découpe est faite et que le masque est rétracté, il est prêt à être utilisé. Et donc nous avons mis en place ce programme-là
avec une montée en charge extrêmement précise. Mais là, je vais pas laisser la parole à Donatien, qui va nous expliquer peut-être comment s'est passée cette montée en charge, parce que ça a été quelque chose de très musclé. Je vous donnais les indications sur l'énergie, le cœur qu'ont mis nos salariés pour faire tout ça. Mais évidemment, ça a été le cas chez Tekin. Et c'est cette énergie, à mon avis, qu'il faut vraiment prendre conscience qu'on a la chance dans notre pays d'avoir une industrie qui est beaucoup plus puissante que ce qu'on se l'imagine, que les masques, finalement, ça a été un symbole, le 16 mars, comme l'a dit le président Macron, de notre perte de souveraineté, et qu'on a prouvé, nous, industrie textile française, avec des start-up, avec toutes les usines, 15 000 salariés en France, on a été capable de prouver qu'en 1 mois et demi, on était capable de reconquérir notre souveraineté. Et c'est un vrai message d'encouragement. Je pense qu'on est un pays qui manque de confiance en soi. Et si on mobilise pour une belle cause nos salariés français, on est capable de faire vraiment des miracles. Et on l'a prouvé avec ces masques. Je te laisse la parole, Donatien, si tu veux parler de ce moment-là. Génial, merci Eric. Donc Tekin, on est une start-up cofondée en octobre 2017 avec Pierre de Chanville, mon associé. Et on est parti du principe qu'il était possible de rapatrier de façon massive de la production textile en France en s'inspirant des méthodes de production automobile, à savoir en fractionnant des productions. Donc ça, c'est vraiment notre cœur de métier. C'est comment on fait en sorte que l'industrie textile revienne sur un schéma de production qui est assez logique, qui existait il y a 30-40 ans en France, qui est de se dire, je mets des produits en vente, je vois comment ils se vendent et ensuite, je vais reproduire. Plutôt que de se dire je vais parier sur des produits parce que de toute façon ils sont fabriqués en Chine à l'autre bout de la planète, ils ne coûtent rien et de toute façon je les vendrai toujours en solde. C'est un schéma qui ne fonctionne plus aujourd'hui et la crise l'a largement montré, malheureusement pour les anciennes qui fonctionnaient sur ce schéma-là. Donc au début des masques, Tekin c'était une trentaine d'employés, 2 lignes de production, dont une qui était encore en R&D. Et en effet, Eric nous a envoyé une photo avec des personnes en train de couper des masques au ciseau. Il nous a dit une solution pour l'interrogation. Et là, bien évidemment, nous, on avait passé, juste après le confinement, une semaine à mettre tout en ordre pour voir quel était le plan d'action par rapport à cette crise. Il n'a pas fallu plus d'une demi-journée avec l'ensemble de l'équipe pour dire évidemment on fonce là-dessus, on y va. Donc on a fait des allers-retours le week-end pour commencer à produire et en fait ces 2 machines ont tourné de façon continue, jour, nuit, soir et week-end, et on est passé de 30 à 55 salariés pour pouvoir faire cette production. Mais malgré le fait de faire tourner ces 2 lignes de production, je pense qu'on faisait encore peut-être quelques pourcents de la production de Charlieu sur la partie découpe de ce masque pour finalement avoir en effet un masque de ce type-là. Et là, on a parlé avec François Xavier, on s'est dit mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Il faudrait augmenter les capacités de production, il y a une demande qui est gigantesque. Nous, on sait que de toute façon, on va devoir dupliquer nos lignes parce qu'on voit bien qu'il y a une demande gigantesque pour des logiques de production à la demande, qui est vraiment notre cœur de métier. On pensait avoir 5 lignes, 6 lignes supplémentaires début 2021. Et puis là, il y a notre directeur technique qui nous a dit non, moi je suis sûr qu'on peut fabriquer 10 lignes en moins de 6 semaines. J'ai vérifié tous les plans, c'est possible à faire. Donc on était voir François Xavier, on lui a dit écoute, on a besoin d'argent. Il faut absolument à distance parce qu'évidemment tout ça c'était en plein confinement. Et on s'est dit mais comment on peut trouver, grosso modo, il fallait 1 petit million d'euros pour investir dans ça. Bien entendu, ces lignes ne sont pas uniquement dédiées à faire de la production de masse. C'était juste pour nous une façon aussi d'accélérer ce développement et ce déploiement de lignes. Mais on s'est dit, évidemment, ça répond à un tel besoin qu'il faut le faire. Et donc Pierre s'est mis en charge d'un nouveau local. Donc on a déménagé pendant le confinement. On a déménagé dans les anciens locaux de AB Production. Voilà, donc à côté des endroits où Hélène et les garçons étaient tournés et où Nagui faisait ses enregistrements. Maintenant, il y a une unité de production industrielle textile en Seine-Saint-Denis qui débite aujourd'hui 5 à 6 000 vêtements par mois. Voilà, et donc on a réussi à faire ça. On a quintuplé notre capacité de production en l'espace de 6 semaines, ce qui était, je pense, tout à fait inimaginable pour l'ensemble de l'équipe. Mais en fait, on l'a fait parce qu'on s'est d'abord dit quand est-ce qu'il nous faut les machines, sous combien de temps, et ensuite on a dit comment on allait faire. Et habituellement, on peut avoir tendance à faire l'inverse. On est passé à 55 personnes et là, c'est suivi une grosse période de production. Production à la fois déjà de machines, donc de construction de machines, et ensuite de production de masques.
voilà, en France. C'est ça l'histoire en résumé. Donc, ça a été aussi l'histoire d'un trio parce que je pense que sans la BPI, on n'aurait pas pu faire grand-chose. C'est net, clair et précis. La BPI nous soutient aussi énormément depuis le début de Tekin. Et aujourd'hui, ces lignes tournent de façon continue en 2.8. Sur les 3 dernières semaines, elles ont tourné le samedi. Alors plus sur la production de masques, mais sur la production de vêtements que vous pouvez retrouver sur la Redoute, sur Cyrillus. Et vous voyez, on parle de mode à la demande, de production à la demande. Et la bonne nouvelle, c'est que ces vêtements sont jamais en solde ou très peu. Et qu'en général, quand vous achetez un de ces vêtements, ça déclenche un petit ordre de recommande chez nous et on vient chercher le rouleau de tissu, on va découper ce vêtement, on l'envoie dans l'atelier pour qu'il soit confectionné, il est rapatrié ensuite. Et c'est... Oui ? Alors, on n'est pas sur une logique de commander et ses produits, on est sur une logique d'un stock tampon. Il y a toujours en effet un petit stock tampon, bien que la logique que vous décrivez de se dire on commande et puis ensuite on produit, des marques comme Asphalt font ça, mais grosso modo, il faudrait 3 semaines de délai entre le moment où la personne commande et où la personne est livrée, et le coût d'un stock tampon est inférieur. Voilà, pourquoi je parle de ça, c'est parce que justement, cette fractionnement de production, on en parlait encore il y a une demi-heure. Pour nous, ce masque, c'est juste un symbole de ce qu'on peut rapatrier en France. Bien sûr, on l'a fait avec des masques qui coûtent pas plus cher qu'un masque jetable. Et on montre tous les jours, Eric et moi, sur d'autres produits. Et du coup, aujourd'hui, on travaille sur d'autres produits à faire sur le même procédé industriel de fractionnement de production et de ne produire que ce qui a été vendu pour sortir de cette spirale infernale des soldes, de la surproduction et aussi d'un service client parfois mauvais parce que vous voulez un produit, il n'est plus en stock et il ne sera plus jamais. C'est trop dommage. Voilà pour l'histoire. Ok. Donc effectivement, pour prolonger ce que dit Donatien, en termes de symboles, juste on va prendre les 15 millions de masques que nous avons produits. C'est 400 emplois pendant cette période, effectivement, où la plupart des salariés français étaient chez eux. C'est 400 emplois chez nous, chez Tekin, chez des confectionneurs, etc., qui ont été préservés et où les gens ont été payés non pas par l'État, mais par leur salaire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que chaque masque que nous avons réalisé, que vous a montré Donatien, on a fait une mesure d'analyse de cycle de vie et c'est 2,4 kg de CO2 économisé versus le même fabriqué en Chine ou au Vietnam en matière en jetable. Donc, c'est 35 millions de tonnes de CO2 qui ont été économisées, c'est-à-dire le chauffage pendant 1 an de 35 000 Français. Donc ça, c'est uniquement nos petites entreprises. Imaginez à l'échelle de la nation. Ce qui est intéressant, c'est de se dire, quand Donatien dit c'est un symbole, ça veut dire que si on fait ça pour des vêtements et pas pour un masque, si on fait ça pour un jean, si on fait ça pour tout ça, on parle de la filière textile qui est la deuxième filière la plus polluante de la planète, qui pollue plus que les rejets aéronautiques et maritimes cumulés, mais quand c'est fabriqué en Asie, évidemment. Si on fabrique chez nous, et là je vais vous donner quelques exemples très concrets, il y a quelque chose qui est très, très important qu'il faut que chacun puisse comprendre, et merci de nous donner l'occasion de nous exprimer là-dessus. On a parlé des masques. Un masque, c'est 2,4 kg de CO2 économisé versus le même fabriqué en Chine en matière synthétique et jetable. Je vais vous donner un exemple qui est celui du tote bag. Tissage de Charlieu est une société qui existe depuis un siècle, qui fabrique du tissu pour l'habillement. On est 80 métiers à tisser et 70 salariés, avec des intra-entreprises. On a 4 intra-entreprises qui font plus de 50% de notre chiffre aujourd'hui, et notamment des tote bags. Un tote bag fabriqué en Chine ou en Inde génère entre 45 et 50 kg de CO2. Le même tote bag fabriqué dans notre process industriel, c'est 450 grammes. Ce à quoi je veux aboutir, ces chiffres, ça vous parle peut-être pas beaucoup, mais les tote bags, c'est 99,9% de la production mondiale qui se fait en Asie. Si on rapatrie chez nous, c'est de la relocalisation. Chaque emploi relocalisé va générer, on l'a calculé avec un docteur en environnement qui s'appelle Jérôme Paillet de la société Cycleco, c'est 1000 tonnes de CO2 économisées par salarié relocalisé.
Donc c'est d'un effet de levier absolument exceptionnel. C'est-à-dire que la meilleure manière de diminuer nos impacts environnementaux, c'est de relocaliser. Parce que comme vous le savez, un Français moyen génère 5 tonnes d'émissions de CO2 par la production française, mais son empreinte environnementale, c'est-à-dire ce qu'il consomme, c'est 12 tonnes, puisqu'on importe plus que ce que nous produisons dans notre pays. Ce qui est bien, d'ailleurs, le sujet du président Macron, qui nous dit le 16 mars et qui nous le redit régulièrement, nous devons reconquérir notre souveraineté industrielle. Cette souveraineté, non seulement elle a une vertu en termes d'indépendance économique, mais elle a également une vertu environnementale et climatique extrêmement puissante. Il faut qu'on arrête de parler d'émissions et qu'on parle d'empreinte environnementale. C'est ça le vrai sujet. Mais Donatien, et ce que fait Donatien avec Tekin, il est modeste, donc il n'en a pas parlé avec autant d'ampleur que ce que ça a. C'est une révolution. On est dans un système aujourd'hui où on achète en Chine des vêtements et du textile 6 mois avant leur consommation. Comment est-ce qu'on peut prévoir ? Comment est-ce qu'on peut prévoir les gilets jaunes 6 mois avant ? Comment est-ce qu'on peut prévoir tout ce qui va se passer dans un pays 6 mois avant, y compris la mode? C'est pas possible. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je sais pas, tu vas nous dire combien, c'est 30 à 40% des vêtements qui sont soldés. C'est ça? Oui, alors des gens comme Camailleux, dont vous avez peut-être suivi l'actualité, qui ont été repris pour 2 € à la barre du tribunal, avaient plus de 50% de leur stock à plus de 50% des côtes. Donc vous imaginez un petit peu la valeur finalement du produit fini, et c'était pas encore vendu, hein. Ça veut pas dire qu'ils vendent plus de 50% de leur stock à 50% de solde. Ça veut dire qu'ils ont en stock la moitié de leur stock est déjà soldé à 50%. C'est une catastrophe en fait. Donc en fait, quand on raisonne en marge d'entrée, de se dire finalement ce vêtement qui me coûte 3 €, bah, c'est pas grave si je le vends en solde, si je le vends à 30 € au lieu de 40 €. Non, c'est une hérésie, parce qu'en fait, il y a énormément de coûts qui se sont additionnés sur justement le transport, le dédouanement, l'immobilisation des fonds, l'organisation des soldes. Camailleux avait un site dédié à l'organisation de ces soldes. Enfin, on arrive vraiment sur des choses qui sont plus rationnelles. Et à côté de ça, on voit justement toutes les nouvelles marques qui remettent les mains dans le cambouis. Nous aussi, on les a beaucoup tout le long du quotidien. Le textile paraît simple, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais c'est un métier qui est compliqué, d'autant plus quand on veut mettre beaucoup de technologie dedans. Mais c'est comme ça qu'on reconquiert notre souveraineté. C'est comme ça que finalement, on est recapable de, comme avec 1083 pour lequel on va faire 90% de la production, on est capable d'acheter des jeans à 100 € complètement faits en Made in France et qui ne sont produits au fur et à mesure à la demande. C'est comme ça qu'avec Cyrillus et Redoute, on arrive à justement sortir de cette spirale infernale des soldes et produire de façon intelligente et en ajustant chaque semaine. On n'a vraiment rien inventé, on fait exactement la même chose qu'il y a 40 ans, mais on le fait avec beaucoup de technologie et on n'est plus sur la granularité de 200 ou 300 ou 400 pièces, mais on est sur une granularité d'une pièce. Et justement, par rapport en termes d'équipement, est-ce que vous prenez n'importe quel type de textile et après vous êtes capable jusqu'à l'assembler, ou alors est-ce que vous faites uniquement de la découpe? Quelles sont les parties que vous faites? Qu'est-ce qui reste entre guillemets manuel? Qu'est-ce qui est complètement intégré? Je peux vous présenter une petite vidéo ici. Mettre le micro là. Ah oui, non mais je suis désolé. Hein. Voilà. Donc notre métier, c'est d'automatiser les étapes de pré-production, donc avant la couture d'un vêtement. Donc les lignes que vous voyez là sont les lignes qu'on a justement construites et installées. Donc il y en a un paquet, avant on n'en avait que 2. Là c'est notre centre de pré-production où il y en a une dizaine. Et ce sont des lignes qu'on a complètement pensées. Vous les verrez nulle part ailleurs, elles n'existent que chez Tekin. Sont des lignes de découpe. Alors c'est la chose la plus visuelle chez nous, mais en réalité, sur les 41 personnes aujourd'hui qui font Tekin, puisqu'on était monté à 55 pendant le Covid, on est 41 personnes aujourd'hui, on a une quinzaine d'ingénieurs qui vont se connecter au niveau des soldes, au niveau des stocks de la marque, analyser chaque semaine quelles sont les ventes et recalculer de façon automatique, en fonction d'une capacité de production réservée dans un atelier de confection, le nombre de pièces qu'on va produire. Et c'est très simple, l'opérateur appuie sur un bouton, ça lui dit quel rouleau de tissu il doit aller chercher, il pose le rouleau de tissu sur ce plan de découpe-là, et ensuite tout se fait de façon automatique. Ça veut dire que le plan de découpe est calculé automatiquement, ça va chercher automatiquement le bon patron, et ensuite il fait aujourd'hui ce picking manuel, qui est justement la reconstitution de petits tas pour pouvoir ensuite faire la confection. Ce picking a vocation à devenir automatique. C'est pas qu'on veut détruire l'emploi, tout au contraire, on veut rapatrier de façon massive de la production pour faire de plus en plus d'emplois, mais on peut le faire que si on a beaucoup d'automatisation.
Et donc tout ce process-là, pourquoi on l'a intégré? Simplement parce qu'un atelier n'a pas la capacité d'investir dans ces technologies. Les machines de coupe existantes aujourd'hui sont des machines qui coûtent entre 150 et 400 000 euros. Et ce n'est pas une vision qui est scalable. La raison pour laquelle on a développé ces technologies, c'est qu'on a une vision à avoir une cinquantaine de centres de pré-production partout en Europe qui hébergent entre 5 et 20 lignes, comme vous avez vu, et qui alimentent des ateliers qui, eux, ont des réservations de capacité, donc ils savent qu'ils vont produire 2 mois, 3 mois à l'avance. En revanche, ils ne savent pas ce qu'ils vont produire, mais ils s'en foutent. Parce que ce qui est important, c'est que Germienne et Janine sachent qu'elle va bosser. Mais qu'elle fasse une robe rouge, verte, en taille 36, avec des manches longues, des manches courtes, ça revient exactement au même, à peu de choses près. Voilà, donc c'est tout ce process-là, finalement, qui est vraiment du lean manufacturing, hein, c'est de l'industrie 4.0, où c'est le client final qui tire la production. On l'applique à l'industrie textile, et on met beaucoup de technologie, donc c'est beaucoup d'automatisation de processus. Et on a redémarré d'une page blanche pour une bonne partie de process, parce que c'était nécessaire pour pouvoir avoir un modèle qui soit scalable. Mais typiquement, les personnes qui produisent, par exemple en Asie, hein, oui. Cette étape de découpe, c'est l'étape qui consomme soit le plus de temps, qui est le plus problématique, parce que c'est une étape, parce qu'il y a plein d'autres étapes, comme vous dites. Hein, Bien sûr. Alors c'est le premier goulet d'étranglement qu'on a identifié. Un jean, par exemple, chez 1083, ça peut aller jusqu'à 60 tailles. Donc finalement, quand vous dites « je vais mettre un jean sur le marché », il faut déjà que pour avoir un premier stock, vous investissiez dans 60 jeans pour pouvoir avoir toutes les tailles à vendre. Or, en général, ils font une dizaine de ventes par semaine. Donc finalement, pour lancer un jean dans 60 tailles, il faut déjà 600 pièces. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, parce que les tailles plus petites, on a besoin de moins de pièces, etc. Et donc c'est ce goulet d'étranglement-là, au niveau de la découpe, qui permet justement d'ajuster ce niveau de stock-là. Après, ce qu'on fait beaucoup, et c'est ce dont on discutait avec Eric juste avant, et c'est le point sur lequel on va avancer, c'est qu'au même titre qu'on vient fractionner les productions dans les ateliers de confection, on vient fractionner aussi les approvisionnements de matières premières. Et ça ne peut se faire qu'en circuit local. De se dire, au lieu de commander 1500 mètres linéaires de matière pour faire 1000 produits et écraser l'imprimeur tisseur sur le prix parce que je te prends un gros volume, c'est de dire, non, en fait, je vais te commander peut-être 200 mètres linéaires de ce tissu-là, mais je reviens te voir dans 3 semaines. Et je m'engage d'ailleurs à revenir te voir dans 3 semaines. Et tu vas me reproduire plutôt le tissu vert ou plutôt le tissu bleu ou plutôt le tissu rouge, celui avec des fleurs ou l'autre. En tout cas, je m'engage à produire, mais je ne sais pas encore ce que je vais produire. Et ça, c'est ce qu'on est en train de mettre en place, et c'est ce qu'on discutait avec Eric, c'est que le fractionnement de la production et l'hyperréactivité permet finalement de remettre de l'argent dans la matière et la confection, plutôt que les transports, les soldes, les surstocks et l'organisation et le marketing qui va derrière. Si on peut prolonger ce que disait Donatien par rapport à ça, c'est vraiment ce système qu'a mis au point Tekin, c'est le maillon manquant pour plusieurs raisons. La première raison, comme il l'a évoqué, mais je pense que c'est important qu'on insiste là-dessus, notre industrie textile est devenue une industrie qui a complètement perdu ses savoir-faire. C'est-à-dire que la distribution achète des produits finis et les vend. Point. Donc c'est que de la distribution. Il n'y a plus le savoir-faire textile qu'il y avait autrefois. Et Tekin constitue ce maillon manquant qui permet de reconstruire le reste avec des confectionneurs qui se trouvent en Europe de l'Est ou qui se trouvent en France, peu importe. Mais il faut cette étape-là qui est importante. Dans ce que tu as dit il y a 5 minutes, qui est intéressant, effectivement, on va acheter un produit en Asie qui vaut 3 €. Donc comme il vaut 3 €, ce n'est pas très grave s'il est soldé. Ça va beaucoup plus loin que juste ces 3 €. En fait, le produit a perdu sa valeur, à tout point de vue. Sa valeur économique, mais également sa valeur humaine et la valeur du travail qu'il contient. Et est-ce que notre travail de relocalisation, c'est pas ça? Est-ce que c'est pas aussi ce qu'on a vécu avec les masques? La devise de notre entreprise, c'est « tissons ensemble de jolis liens ». Effectivement, ces liens que nous avons créés avec Tekin instantanément, en quelques heures, où on s'est topé là par téléphone, qui nous a permis de faire un investissement avec la BPI, enfin Tekin, de 1 million d'euros, qui permet aujourd'hui d'être plein à craquer de demandes diverses et variées. Toute cette énergie que nous avons mise en commun, jamais ça n'aurait été possible dans une supply chain mondialisée, parce que c'est trop compliqué, parce que les cultures sont différentes, parce que les liens humains sont différents, et que cette industrie textile que nous cherchons à relocaliser, tout ce qui s'est produit au moment des masques
est la preuve que c'est possible et la preuve qu'on est capable de le faire. Là-dessus, je dois ajouter quelque chose. Si on prend un peu de hauteur, il y a eu cet exemple-là que je voulais qu'on puisse voir et discuter. Mais au global, toute l'industrie textile française s'est relevé les manches. Et Eric, tu le disais hyper bien, il y a un aspect de... En France, on n'a pas trop tendance à être fier de nous et à avoir confiance en nous. Et clairement, moi, qui ai découvert cette filière, enfin vraiment, je ne viens pas du tout de ce monde industriel-là. J'ai découvert grâce à un accélérateur qu'on a qui est dédié à la mode et au luxe. Et j'ai vu en 6 mois, 1 an, la transformation de on est un peu tous en train de mourir, on essaye de freiner notre mort. Je suis un peu méchant, mais pas tant que ça. Non mais on arrête les bêtises là. On est capable de produire en France, c'est faisable. Pas sur tous les produits non plus. Faut pas rêver, le t-shirt blanc du Bangladesh peut être compliqué. Encore que. Il y a vraiment cette... Comme maintenant, la filière a recréé une confiance. Je me souviens de Marc Pradal, qui est un des membres du comité stratégique de filière, disant il est vraiment côté façonnage. Ils ont été 1400 façonniers à lever la main et dire moi j'ai de la capacité de prod, j'ai des couturiers, j'ai des machines à coudre, donnez-moi du textile, je vous fais des masques. 1400, je ne savais même pas qu'il y en avait 1400 en France. Et donc la filière a découvert que ça existait. Et donc se dit, là on se retrouve chez les manches et on y va. Et on voit que, je me souviens qu'on a des discussions avec Tekin, on s'est dit, bon, allez, on anticipe l'achat des machines. Bon, on sait que pendant 1 an, elles ne feront pas grand-chose. Je suis ravi de savoir que déjà elles bossent le samedi, c'est quand même une excellente nouvelle. Ça prouve que la demande est là. On était avec Noé début septembre au salon du Made in France, première vision du textile. Il y avait un hackathon avec des grandes marques hyper connues qui disent, il y en a marre d'acheter en Asie et de jeter la moitié du container qu'on a acheté en Asie. On veut chercher à refabriquer une partie en France et il y a une vraie volonté parce que le marché le demande, parce que nous, consommateurs, on a envie d'avoir des masques français. Je suis ravi, alors désolé Eric, il n'est pas de chez toi celui-là, d'avoir des masques, mais j'ai des tiens aussi, d'avoir des masques français. C'est important parce que c'est aussi notre devoir de consommateur de se dire, on ne peut pas dire il faut que la planète soit sauvée et continuer à acheter des trucs fabriqués par des enfants au Bangladesh, quoi. On va peut-être passer aux questions, sauf si vous aviez un mot de conclusion que vous vouliez ajouter. J'ai une petite question. Vous avez dit que vous travaillez avec 1083. Oui. Dans quelle mesure vous arrivez à travailler aussi avec des marques qui ne portent pas en elles, dans leur identité, le Made in France? Est-ce que vous sentez qu'il y a des marques qui se rapprochent de vous et qui n'ont pas ce message-là fort identitaire justement du fait en France? Alors, on a commencé Tekin avec Cache-Cache. Et on a fait faire produire des robes cache-cache vendues 30 €, coût de confection incluant la marge de Tekin 15 €, par des ateliers de luxe qui faisaient du Hermès et du Chanel. La robe portée par une femme, elle ressemblait à un sac. Pourquoi? Simplement parce qu'on a une problématique aujourd'hui qui est le temps de confection. Et que notre motivation, elle est sociale et environnementale. Et pourquoi, en effet, on a une ambition européenne? Pierre a passé 10 ans en Allemagne. Moi, je me sens pas autant européen que français, mais en tout cas, on a une logique assez pragmatique de se dire, en effet, si on veut changer, on sait que ça va revenir progressivement en France. Ça revient par l'automatisation, et ça, c'est une certitude, et on le voit tous les jours. Quand on a démarré avec 1083, alors, au début, il nous fallait une demi-journée pour intégrer un patron et environ 20 minutes pour découper un jean. Aujourd'hui, on est plutôt à 3 minutes, 4 minutes pour découper un jean et il faut maintenant un quart d'heure pour intégrer un patron. Et on pense que d'ici 1 an et demi, ce sera, pour dire un gros mot, une intelligence artificielle qui va intégrer automatiquement le patron et qu'il y a une bonne partie du picking qui va se faire de façon automatique. Donc finalement, ça va prendre 1 minute de temps de confection. Pourquoi je dis tout ça? C'est parce que notre vision, elle est clairement de relocaliser le local pour le local. Après, on s'est confronté à un choc qui était juste assez basique, qui est que quand vous voulez faire un produit avec plus de 15 minutes de temps de confection, ça devient très 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 difficile, sauf parce que le produit est justement à un prix de vente grosso modo supérieur à 100 €. Donc toutes ces marques-là, elles sont Cyrillus, la priorité numéro 1 des clientes de Cyrillus, c'est le Made in France. Mais le Made in France pour des produits Cyrillus, on s'en sortirait avec des robes à 250 €, ce qui ne passe pas aujourd'hui, même quand on est sur des logiques à production allemande. Ceci dit, quand
quand on a une équipe de style, de design qui se dit bah tiens, moi je vais penser mes produits en amont pour travailler avec des tisseurs imprimeurs sur de la logique de réservation de capacité, donc encore optimiser mon utilisation matière et éviter de me retrouver avec, au lieu des produits finis, de la matière non utilisée. Je mets aussi mes stylistes dans le fait de dire on va faire des produits simples qui demandent peu de temps de confection, et dans ce cas-là on arrive à sortir des produits et on arrive à le faire de façon progressive. Il y a un autre projet que finalement qu'on n'avait pas réussi à aboutir, mais qui était la raison, finalement une des grosses raisons principales avec Eric, sur lesquelles on avait beaucoup bossé, c'était comment on fait un jean délavé sans délavage avec une confection automatique directement sur le tissage. Et ça permettait justement d'économiser beaucoup de temps de confection. C'est un projet qu'on n'a jamais abouti, mais qui sont des choses qu'on peut ramener comme ça progressivement en France. Et pour prolonger la question, effectivement, il y a des marques comme Decathlon, comme Pimki, comme Cyrillus, qui effectivement achètent, et bien d'autres, et des marques de luxe également, qui sont sensibles à cela, qui ont vraiment... je vous donne juste un petit éclairage qui me semble intéressant du point de vue du cœur. Je me permets de le dire, j'espère qu'ils ne m'en voudront pas. On a vendu des tote bags à Cyrillus, 100% fabriqués en France, qui économisent 3,5 kg de CO2 par tote bag par rapport aux mêmes fabriqués en Asie, etc. Et fabriqués par des personnes handicapées en confection. Et le directeur commercial nous a dit « je peux vous voir 3 minutes, je n'ai pas trop le temps de vous voir, etc. » Finalement, on a passé 2 heures ensemble. Et il nous a expliqué la chose suivante. Votre tote bag, en fait, dans les boutiques, les vendeuses, quand elles proposent un sac payant par rapport à un sac gratuit, elles se font engueuler par les clientes. Parce qu'elles vont acheter un manteau 200 € et en plus, il faut qu'elles payent le sac. Mais là, quand on leur raconte l'histoire, elles sont super contentes. Et ça crée du lien dans la boutique avec les clientes. Ensuite, les patronnes des boutiques avec le siège, ça a changé les rapports parce qu'elles sont tellement contentes d'avoir ça que c'était vraiment intéressant. À l'intérieur du siège, ça a créé aussi quelque chose d'intéressant à tel point que, au bout d'un moment, ce directeur commercial, il nous a dit « En fait, votre sac, il fait du bien à tout le monde. » Et en fait, on a oublié ça. Est-ce que notre métier, à Tekin, à nous et à tous ceux qui produisent, c'est pas de faire quelque chose qui fait du bien, de faire un produit qui fait du bien, qui contient en lui-même toute la charge émotionnelle positive dans un pays qui effectivement soigne ses salariés, qui a des conditions sociales et environnementales qui sont parmi les meilleures de la planète. Et ça, on pense que les produits que nous faisons, ils portent ces valeurs. Bon, je crois que malheureusement, il faut fermer. Et vous comprenez, j'espère un peu pourquoi j'étais aussi content de pouvoir faire intervenir Donatien et Eric. C'est vraiment une histoire que je trouve géniale. Je vois l'histoire suivante qui arrive, qui est tout aussi géniale, donc c'est super. Merci vraiment beaucoup de votre présence. Et je suis vraiment ravi qu'on ait pu présenter.